Donc, bon après-midi tout le monde. Première question, et avant de parler de nos données à nous, je voulais peut-être commencer avec quelques points de contextualisation, un point de départ. Donc, quand on parle de l'EMIL, ou le CLIL en Europe, c'est l'acronyme en anglais, comme Philippe vient de mentionner, on parle souvent du succès, notamment en termes de nombre d'implantations, en termes de pays. Quand on voit sur la carte que vous voyez sur vos écrans de l'Europe, on voit que dans presque tous les pays européens, il y a une forme ou une autre d'implémentation de l'EMIL. On parle aussi du succès dans le sens où cette approche, et ça a été démontré dans plusieurs études, a souvent des résultats très positifs, notamment sur les compétences linguistiques et en langue cible et aussi dans d'autres aspects. Cependant, on entend aussi des fois des voix critiques en Europe, mais aussi en communauté française. Donc, notamment, dans une des critiques les plus importantes, porte plutôt sur un éventuel biais qui existerait dans la population de l'EMIL, par des processus de sélection ou de autosélection, dans le sens où on va encourager ou décourager des gens à participer dans un programme comme ça. Deux éléments là. D'une part, on entend des fois que l'EMIL pourrait attirer un groupe plus important d'élèves brillants, et donc ceci pourrait aussi avoir un effet sur les résultats des études, puisque si on met que des bons élèves dans des classes, alors logiquement ils vont avoir de bons résultats. Voilà, donc là il faut peut-être voir ça. Deuxième élément, c'est une critique qui dit que l'EMIL pourrait contribuer à un modèle d'enseignement élitiste à cause de cette potentielle sélectivité. Et comme j'ai dit, on entend des fois les mêmes voix critiques en communauté française. Alors, important à dire au départ que l'immersion ici en Belgique francophone connaît pas de procédure de sélection préalable, donc ce n'est pas autorisé. Il faut inscrire, on arrive à l'école, on veut faire le MIL, il faut l'inscrire. Il n'y a pas de procédure de sélection. Mais on a lu, et des fois on l'entend, des mentions plutôt anecdotiques, disons, de sélection, d'autosélection. On entend des fois cette idée que l'immersion, qu'il y a certaines écoles qui ont utilisé l'immersion comme une formule de marketing pour attirer plus d'élèves, etc. Dernier petit point pour contextualiser, c'est le fait que, ici aussi en Belgique, l'immersion est possible dans toutes les filières de l'enseignement secondaire, d'ailleurs, mais en réalité, en fait, à quelques exceptions près, à notre connaissance, pour l'instant, est principalement organisée dans l'enseignement général. Et alors, on sait que l'enseignement général est déjà caractérisé par un public de profil socio-économique et culturel généralement plus élevé. Et donc l'EMIL est organisé déjà dans une filière où on sait qu'un certain niveau socio-économique existe déjà. Petit point, un petit nota bene, parce que donc il y a très peu ou même pas d'EMIL en technique et en professionnel. C'est juste de mentionner qu'il y a, mais je ne sais pas si vous savez le voir sous les écrans, c'est tellement petit. Et donc il y a en Belgique francophone 60 000 élèves, donc 17% qui n'ont en fait aucune langue moderne dans l'école. Ce qui est aussi une réalité, je pense, qui est importante à souligner. Mais bon, après tous ces constats, ces points, nous, on s'est posé la question, donc quel est le profil des élèves dans notre échantillonnage? Regardons d'abord ces graphiques qui nous parlent du statut socio-économique et culturel des élèves dans notre échantillonnage. Alors, on a mesuré cela sur base du diplôme le plus élevé de la maman, ce qui est une variable qui est souvent trouvée dans la littérature également. Et vous constaterez, en regardant ces graphiques, que, donc, à gauche, vous voyez en bleu les chiffres pour la filière francophone, et à droite, en jaune, vous voyez les chiffres pour les élèves en immersion. Alors, vous constatez que le public des élèves en immersion sort des familles de niveau socio-économique et culturel déjà plus élevé. Je pense que les graphiques sont assez clairs dans ce sens. Alors, deuxième élément, donc j'ai
parler du fait qu'on dit parfois, oui, ils sont peut-être plus intelligents, je ne sais pas. Et donc, on a essayé de mesurer cet élément aussi. Et donc, on l'a fait par une tâche qui s'appelle le Raven, qui consiste en... donc, ce que les élèves voyaient, c'est l'écran que vous voyez en haut. Il y a 3 formes. Et il faut donc trouver la 4e forme. Et il faut sélectionner parmi les 6 options en bas quelle est la bonne forme à remplir. Donc, vous voyez... Vous avez eu le temps, ben, c'était bien celle-là qu'il fallait mettre là-dedans. Ceci pour avoir une idée du raisonnement, de l'intelligence non verbale des élèves. Quels sont les résultats? Peut-être avant d'expliquer un petit point technique, et c'est aussi important pour la suite de la présentation, parce que vous voyez qu'il y a des petites étoiles qui apparaissent. Donc une étoile ici veut dire qu'il y a une différence qui est statistiquement significative. Et donc il y a une vraie différence. Quand on compare, et à gauche primaire et à droite les chiffres pour secondaire, quand on compare les résultats, les scores pour cette tâche-là, on voit qu'il y a des légères différences en faveur des élèves en immersion, mais qu'après contrôle, c'est pour ça qu'on l'a mis entre guillemets, après avoir contrôlé pour justement le statut socio-économique et culturel, que cette différence n'est plus significative. Donc, il y a des légères différences, mais en fait, c'est un peu flou, là. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai présenté quelques descriptifs, mais nous, afin de pouvoir répondre à notre question, on a fait en fait un peu l'exercice à l'envers. Donc, on n'est pas allé voir dans les groupes filières francophones et immersion quels sont les caractéristiques, mais on a essayé, sur base de quelques variables, de prédire si un élève se trouve en immersion ou pas. Et donc, on fait l'exercice à l'envers. D'abord, et j'ai séparé les résultats ici pour l'anglais et pour le néerlandais, comme vous voyez. D'abord, la variable que je viens de vous présenter sur le raisonnement non-verbal, on voit que cette variable ne prédit pas de manière significative si l'élève se trouve dans une option ou l'autre. Donc, cette variable ne m'aide pas à prédire où se trouve l'élève. Par contre, quand on regarde les résultats pour le statut socio-économique et culturel, je vous ai déjà montré les graphiques qui étaient quand même fort différentes. Alors, cette variable m'aide beaucoup à prédire où se trouve l'élève en anglais et en néerlandais, et je peux vous dire aussi que l'effet est même plus important en néerlandais. Et ce sont des chiffres. L'alternative pour ce tableau un peu rudimentaire était un truc énorme avec plein de chiffres et tout ça. Je ne vous mets pas ça. Mais donc, important à se rappeler que cette variable est fort importante. Dans quel sens? Dans le sens où un enfant dans une famille de statut socio-économique et culturel élevé, ou moyen ou même élevé, qu'il est beaucoup plus probable que cet enfant se trouve en immersion. Et donc vice-versa également. On a regardé une 3e variable, c'est-à-dire la situation familiale, qui ici fait référence à des familles... Enfin, on voulait vérifier si des familles monoparentales, en fait, si le fait d'être dans une famille monoparentale avait un impact sur nos résultats, aussi parce qu'on sait de la littérature qu'il y a des fois des corrélations. De nouveau ici, donc pour l'anglais, on ne voit pas, cette variable ne joue pas, mais cette variable joue bien pour le néerlandais. Et dans quel sens? Ben voilà qu'il est très peu probable qu'un enfant qui se trouve dans une famille monoparentale avec la maman qui habite seule avec l'enfant, que cet enfant se trouve en immersion. Donc il se trouve plutôt en filière francophone. Même image en néerlandais. Oui, pardon. Oui. Et même image pour la dernière variable qui est le redoublement. Donc on a été voir si les enfants avaient doublé ou pas, et si ça nous aidait à prédire si l'élève se trouvait dans l'une ou l'autre. Alors, de nouveau pour l'anglais, l'effet n'est pas significatif, mais bien pour le néerlandais. Et aussi dans quel sens? Alors qu'un enfant qui a déjà doublé a moins de probabilité, enfin il y a moins de probabilité de le trouver qui a déjà doublé en immersion. Et vice-versa. Voilà. J'espère que tout était clair. Là. Donc, en conclusion, on peut dire que oui,
À la base, l'immersion ici en Belgique francophone n'est pas réservée à un public privilégié. Il n'y a pas de critères stricts, etc. Il n'y a pas de conditions d'accès. Il n'y a pas de critères de sélection. Mais on constate que comparé au public dans l'enseignement de filière francophone, l'immersion attire quand même un public privilégié au niveau socio-économique, culturel et familial. Et ceci est particulièrement le cas en néerlandais. Petit point d'attention, quand même important à mentionner, comme Philippe a expliqué, les élèves ou les participants dans notre étude se trouvaient déjà dans la 5e année de primaire ou de secondaire. Donc, ils avaient déjà passé quelques années en immersion. Et donc, ce que nous avons trouvé ici, ce sont plutôt, disons, des traces de sélection ou d'autosélection, parce qu'on ne sait rien dire sur d'éventuels processus de sélection eux-mêmes. Et ils se trouvent déjà là-bas. Donc, il se peut que ces processus ont eu lieu à l'entrée, donc 4 ans avant. Il se peut qu'il s'agisse d'un processus d'abandon général ou une combinaison des deux. Qu'est-ce qu'il est important à retenir pour la suite aussi de la présentation, alors, je pense que ces résultats nous mènent à inclure ces variables dans les autres analyses, puisqu'on a constaté qu'ils sont quand même importants, qu'ils ont un fort impact sur la population en immersion et en filière francophone.